Est-ce le bout du monde ou son commencement? Les strates de roches empilées une à une racontent une histoire vieille de plusieurs millions d'années. Seules les espèces les plus téméraires ont osé franchir les portes de ce monde hostile, livré à la nature et ses déchaînements. Bienvenue au Portugal, aux confins du vieux continent où vivre est pour les animaux synonyme de se surpasser. Capacité d'adaptation, agilité, vivacité et endurance. Ici, il n'en faut pas moins pour mériter sa place. Les éléments ont créé ces paysages. Ils continuent de les soumettre à rude épreuve. Tout comme la civilisation, qui malmène sans relâche une faune fragile jusqu'à en menacer l'existence. Pourtant, la nature parvient toujours à se réinventer, et elle dicte sa loi. Aux animaux de s'adapter pour rester, ou de partir pour mieux revenir un jour, au Portugal, entre terre et océan. La côte ouest du Portugal. Pour les pionniers des grandes découvertes, l'ultime ancrage entre terre et ciel avant le grand saut dans l'inconnu. Du nord au sud et d'est en ouest, pour étancher sa soif d'aventure, le Portugal pourfend l'océan et aborde des îles lointaines. Mais qu'y a-t-il derrière l'horizon? Le besoin impérieux d'une réponse à cette question métaphysique a raison de la peur et des dernières hésitations. À la conquête de nouveaux mondes, les pionniers de cette odyssée bravent farouchement les forces de la nature. Bien souvent, les rêves des conquistadors des mers se sont fracassés sur les flots démontés qui claquent contre les falaises. Des canons immergés depuis les 15 et 16e siècles témoignent des illusions perdues. Les armes mortelles d'hier se sont transformées en immenses aquariums qui font office de boucliers, pour la murène tigre notamment. Quand l'océan est dépourvu de ses terrains de jeu et récifs indispensables à la faune aquatique, les épaves de bateaux arrivent à point. Les épais tapis d'algues collés aux parois métalliques sont une source de nourriture providentielle. Ce mérou brun géant est l'un des nouveaux membres de l'équipage. Fidèle à son antre, il pourrait bien ne jamais quitter le navire au cours de ses 40 ans d'existence. Pourtant, les biologistes marins sonnent l'alarme. Les récifs artificiels comme celui-ci ne remplaceront jamais un biotope naturel. Le mérou brun ne voit que les avantages de cette grotte reconstituée. Ici, au large du Portugal, il est protégé de courants océaniques d'une force inégalée. Un canyon sous-marin de 230 km, une faille de 5 km de profondeur qui s'interrompt juste aux portes de la côte occidentale portugaise. Sous l'effet de vents et de courants puissants, la colonne d'eau qui s'écoule se transforme en immense déferlement houleux.
les vagues géantes de Nazaré peuvent atteindre le record mondial de 30 mètres de hauteur. Seuls des surfeurs de l'extrême se risquent à dompter ces monstrueuses quantités d'eau. Un bras de fer sans pitié s'engage lors de cette folle chevauchée. Un combat où l'homme finit toujours par s'incliner. Sur le rivage, le calme est revenu. Le Portugal est une terre de grands contrastes. L'unique parc national du pays s'enveloppe volontiers d'une brume nuageuse. Mais quand le voile se dissipe, un paysage modelé par des montagnes arides d'une époustouflante authenticité surgit comme par enchantement. Bienvenue au parc national de Peneda Gerês, réserve de biosphère transfrontalière avec l'Espagne, à l'extrême nord-est du Portugal. Ici, le cheval Garano, fier représentant d'une race ancienne, tient la vedette. Le terrain escarpé de la région, avec des sommets culminant à 1500 mètres, a fait de lui un grimpeur aguerri. Par le passé, ce digne représentant de la plus belle conquête de l'homme a été un fidèle allié des explorateurs et navigateurs portugais. De petite taille, ce cheval pouvait embarquer sur les bateaux. Dans les montagnes, le printemps est la saison de la naissance des poulains. Les jeunes chevaux sauvages n'ont qu'une idée en tête, repousser leurs limites toujours un peu plus loin. Pour mieux échapper aux violents orages d'été, les Garanos se réfugient dans l'une des dernières forêts naturelles du Portugal. Le parc national et des éleveurs privés se sont fixés pour mission de préserver cette race équine, tout en laissant le champ libre au caractère éphémère et aléatoire de la nature. Régulièrement, des chevaux meurent à la suite d'attaques de loups le plus souvent invisibles, mais trahis par leurs empreintes. Partageant ici son habitat avec celui du loup, le Garano n'a rien perdu de son instinct de fuite. Le brouillard qui lui permet de se camoufler est un peu sa planche de salut, mais il peut se lever d'un moment à l'autre dans ces montagnes. Aux antipodes, dans l'Algarve, région bordée au sud et à l'ouest par l'océan Atlantique, il existe une espèce qui ne demanderait pas mieux que de passer inaperçue. Comme leur nom l'indique, les hippocampes sont aussi des chevaux, mais des chevaux de mer, des poissons donc. Hôte idéal dans les milieux lagunaires, l'hippocampe à long bec forme ici une des plus grandes colonies au monde. Mais il compte aussi parmi les habitants les plus fragiles de la mer. Ces prairies d'algues, à quelques mètres seulement sous la surface de l'eau, sont leur refuge. Ici, l'eau et le sable de Ria Formosa jouent constamment à cache-cache. À chaque marée, les contours de tableaux aussi beaux qu'éphémères se dessinent dans ce paysage lagunaire. Comment les plaisanciers pourraient-ils passer à côté d'un tel spectacle ? Inconscients de la menace qu'ils font peser sur ce fragile milieu, les touristes s'en donnent à cœur joie, bien que le site soit officiellement classé zone protégée. Chaque ancre détruit un morceau d'habitat des hippocampes. Sans les champs d'algues, le petit cheval n'a plus rien pour s'accrocher et se mettre à l'abri. Une fois détachés, les algues deviennent pour eux un danger mortel.
L'hippocampe parvient à se dégager. Mais au milieu de ce champ de bataille, il perd toute orientation, et bien souvent son ou sa partenaire. Les animaux de cette contrée aiment rester discrets. Le caméléon commun est un as du camouflage aux qualités étonnantes. Pour éviter les touristes, il a tout prévu. Chez cet animal à sang-froid, la température, les longueurs d'onde de la lumière et l'état d'excitation pilotent les cellules pigmentaires de la peau. Sans compter que le reptile a toujours l'œil, et le bon, car ses deux yeux bougent indépendamment l'un de l'autre. La chasse est un terrain où il n'improvise pas. Il doit évaluer avec précision la distance qui le sépare de sa proie, car l'arme fatale de l'animal est sa langue. Grâce à elle, il tire à distance. À moins de 40 cm, il est très rare qu'il manque sa cible. Le bien nommé crabe violoniste ressurgit à marée basse. Pour la parade nuptiale, le mâle sort le grand jeu. Il agite sa pince hypertrophiée comme un archer, dans l'espoir qu'une femelle finira par être impressionnée et qu'elle le suivra dans la cachette où ils partageront les moments forts des marées en toute intimité. Les animaux sont rarement tout seuls à la haute saison. L'hippocampe a du mal à faire des rencontres dans ce tapis d'algues flottant. Les hippocampes sont des animaux monogames et fidèles. La parité des sexes prend ici tout son sens, car chez ce couple, c'est le mâle qui met au monde les petits, après avoir porté pendant 12 jours dans sa poche incubatrice les œufs pondus par la femelle. Sur les 200 bébés relâchés, moins de 20 vont survivre les tout premiers jours. Dès leur naissance, les hippocampes sont seuls au monde. Chacun d'entre eux incarne ainsi la fragilité de toute la colonie d'Algarve. Inlassablement, les éléments continuent à façonner la nature du Portugal, comme un sculpteur qui 100 fois sur le métier remet son ouvrage. Porté par des contrastes très marqués, le pays est captivant. Les pluies de printemps ne s'invitent que pour quelques semaines. Après de longs mois de sécheresse, les paysages renaissent à la vie. Et quand l'humidité se répand dans les sous-bois clairsemés, ou montado de leur nom portugais,
une symphonie florale inonde la prairie. Mais le soleil revient bien vite à la charge. Envolez les couleurs vives. La terre est déjà fissurée. Des grands vents chauds font ployer les cimes d'immenses forêts d'eucalyptus. Dès 1938, le dictateur Antonio Salazar a imposé une campagne de reboisement afin d'augmenter les richesses nationales. L'eucalyptus a en effet la particularité d'avoir une croissance très rapide. Mais ses racines absorbent de grandes quantités d'eau, et l'arbre constitue des forêts très inflammables, véritables poudrières de la nature. Chaque année, le Portugal arbore de nouvelles cicatrices des feux de forêt ravageurs. La nature, quant à elle, s'en accommode fort bien. Les espèces qui ont survécu dans le monde souterrain n'ont qu'à repartir de zéro. Que ce soit le mille-pattes, ou ce charançon de l'eucalyptus très résistant à la chaleur. Oiseaux, lézards, les feux de forêt ont fait fuir ou décimer tous leurs prédateurs. Les mousses sont les premières à recoloniser les terres brûlées. Elles emmagasinent l'humidité. Telle une grande forêt miniaturisée, elles offrent aux plus petits organismes le gîte et le couvert. Sur les berges des ruisseaux, le camailleux de verre est aussi de retour. Après quelques semaines à peine, l'eucalyptus fait lui aussi preuve de résilience. Bien que responsable de l'embrasement de la forêt, il reverdit en premier. Le chêne-liège est le seul à prendre les catastrophes naturelles de haut. Peu importe ce qui se joue autour de lui, cet arbre fait front, car son écorce n'est pas inflammable. Les forêts de chêne-liège couvrent 1/10 de la superficie du Portugal. Si la récolte s'effectue à intervalles réguliers, l'arbre peut atteindre l'âge de 400 ans. Elle a lieu au plus fort de l'été, quand l'écorce ne contient plus la moindre once d'humidité. L'écorce est levée tous les 8 ans. Après transformation, elle servira notamment sous forme de bouchon ou de matériaux isolants. Mais il faut attendre 30 ans avant la première récolte. Planter des chênes-lièges, c'est signer un pacte avec les prochaines générations. Les cigognes semblent avoir bien cerné les avantages des chênes-lièges, puisqu'elles les ont colonisés. Leur large couronne et leur tronc robuste sont idéaux pour supporter les nids volumineux, dont le poids peut atteindre plusieurs centaines de kilos. La côte occidentale au Cap Sardao. Les vagues rugissantes et les rochers très escarpés forment un rempart presque infranchissable. Cette colonie de cigognes blanches est la seule au monde à s'être installée sur des falaises. Au début du mois de mars, de retour de ses quartiers d'hiver en Afrique,
l'échassier remplume son nid. Ces méthodes de ravitaillement laissent à désirer, car la règle voudrait que la cigogne récupère les matériaux à l'intérieur des terres, au lieu d'aller chipper les brindilles dans le nid des voisins pour se ménager. Quoi qu'il en soit, les nids sont prêts à accueillir leurs hôtes au bout de quelques jours. Les cigognes sont des animaux fidèles, et pas uniquement à leur nid. Elles restent avec le même partenaire de longues saisons durant. Les femelles pondent entre 2 et 5 œufs qu'elles couvent pendant un mois. C'est après l'éclosion que commencent les ennuis. Nicher sur les pics des falaises avec vue sur la mer est un luxe inestimable. Mais il y a un revers à la médaille. Aucune proie visible de loin ou de près n'entre dans le spectre alimentaire des oiseaux. Plusieurs fois par jour, les jeunes parents en sont réduits à prendre leurs ailes à leur cou. Les champs de riz abandonnés près du littoral sont une source privilégiée de nourriture pour eux. Au nid, les oisillons piaffent d'impatience. Affamés et goulus, les petits se jettent sur la nourriture. Et pas question de faire des cadeaux à leurs géniteurs, qui n'auront que les restes à se mettre sous le bec. Ces nids sont des pistes d'envol idéales pour découvrir le Portugal au-delà de la ligne d'horizon. À 500 km au large des côtes africaines, l'archipel de Madère émerge dans l'océan. L'île principale éponyme est bien connue. Celle de Deserta Grande, plus au sud, beaucoup moins. La Grande Déserte vogue au beau milieu de l'Atlantique, comme un bateau fantôme. On pourrait croire à un corps céleste perdu dans une lointaine galaxie. Tempêtes, canicules et pluies diluviennes ont fait de cet amas rocheux un paysage aux allures de Mars, la planète rouge. Hostile, dangereuse, invivable, mais aussi unique et envoûtante, l'île est tout cela à la fois. Si bien qu'elle est devenue un espace protégé, aussi pour la conservation de 2 espèces animales endémiques extrêmement rares. Une digne représentante de la première, ici dans son royaume. Avec 14 cm d'envergure, cette tarentule est la plus grande championne d'Europe. Quant à la seconde, elle se débat pour rester là, blottie dans les profondeurs de l'océan. Le phoque-moine de Méditerranée fait partie des mammifères les plus menacés de la planète. L'évolution avait éloigné ces 2 espèces. La Grande Déserte les a de nouveau réunies et leur a offert à chacune un habitat naturel aussi contrasté que protégé. Les phoques-moines peuplaient autrefois la Méditerranée et les eaux côtières d'Afrique et d'Europe par centaines de milliers. Après avoir été victimes de la chasse pendant des siècles, ils se sont retrouvés au bord de l'extinction. Aujourd'hui, ils sont tout au plus 300 dans le monde entier. Une petite colonie a trouvé son salut dans cette zone classée aire marine et littoral protégé.
À l'heure de la pause déjeuner, le phoque-moine fait une sieste éclair bien méritée. Le mammifère est capable de plonger à une centaine de mètres de profondeur et de rester un quart d'heure en apnée. Puis il remonte à la surface, reprend sa respiration, avant de vite regagner les fonds marins où il poursuit sa sieste, comme si de rien n'était. Le phoque-moine de Méditerranée est un grand solitaire. Les activités humaines l'ont rendu craintif et prudent. Il fuit les plages et les abris côtiers. La tarentule endémique cultive elle aussi l'entre-soi. Elle a assuré son règne dans ce paysage aride. Personne n'est au-dessus d'elle dans la chaîne alimentaire. Gare aux lézards qui s'aviseraient d'approcher son territoire de trop près. Car avec ses 8 yeux, la redoutable créature ne se laisse pas berner et punit sans pitié les distraits. Le lézard s'en tire à bon compte ce coup-ci. En position de force, l'espèce se reproduit sans difficulté. La femelle protège, surveille et transporte son cocon pendant 40 jours. Après la naissance, plus de 100 petites tarentules restent agrippées à leur mère, jusqu'au jour où elles-mêmes sont lâchées dans l'arène de la vie. Les survivantes de cette lutte maintiennent l'effectif de la population de l'archipel, évalué à 5000 individus. La situation est moins reluisante pour les phoque-moines. Ils ne sont probablement pas plus d'une trentaine. Sensibilisés à leur protection, tout en les laissant évoluer en toute sérénité. Tel sera le grand défi à relever pour les défenseurs de cet écosystème. Les Açores se situent à 1500 km des côtes portugaises et constituent l'archipel le plus à l'ouest du pays. Les baleines bleues, les plus grands organismes vivants de la planète, font halte dans la région, à l'aller et au retour de leur grande migration entre les 2 hémisphères. Culminant à 2352 mètres, le volcan Pico, aujourd'hui éteint, est le plus haut sommet du Portugal, en même temps que la partie émergée d'un immense massif sous-marin. En quelques 300 millions d'années, de puissantes éruptions l'ont hissé à la surface de la Terre. Lorsque le supercontinent, la Pangée, s'est disloqué, il en est resté 3 continents. Les Açores sont nés à partir de cette ligne de faille. Bordées par le Gulf Stream, les mers qui entourent les Açores sont très riches en nutriments. Dans sa grande traversée, la baleine bleue ingère quotidiennement 1 tonne de plancton marin. Pour les navigateurs de l'extrême, en route vers les lointaines colonies, les Açores étaient le passage obligé, un havre nécessaire au cours d'une éprouvante odyssée. Certaines espèces comme les cachalots ne quittent pas les Açores de toute l'année, tant l'offre alimentaire abonde dans la région. Un commando de 1000 dauphins part en chasse. Quand la tribu s'élance, les puffins de Scopoli ne sont jamais bien loin. Un banc de sardines a été repéré.
Le groupe attaque sur tous les fronts. Les petits poissons se rassemblent en formant ce qu'on appelle une boule d'appât, afin de se défendre collectivement en resserrant les rangs. Les puffins ne perdent pas de temps. Ils plongent à 100 mètres sous l'eau et capturent tout ce qui passe à portée de leur bec. Les puffins ne se cantonnent pas aux Açores. Les îles Sauvages sont un autre de leur fief. Cet îlot farouche est le point le plus au sud du Portugal. Presque toutes les anfractuosités des falaises abritent des nids. Les puffins peuvent atteindre l'âge canonique de 50 ans et battent ainsi des records de longévité dans le monde aviaire. Cependant, rares sont ceux qui vivent aussi longtemps. Beaucoup ne reviennent jamais de leur partie de chasse hautement périlleuse. D'autres sont intoxiqués par les matières plastiques ingérées dans la mer. Ce qu'ils laissent en héritage attire les convoitises. Des milliers de lézards habitent sur ces îles et ils sont toujours à l'affût d'œufs de puffins près d'éclore. Pour réussir leur coup, ils s'y mettent à plusieurs. Si les premiers instants, ils se retiennent un peu, le naturel revient vite au galop. En 2 temps 3 mouvements, ils ne font qu'une bouchée de ce festin improvisé. Les lézards assurent ainsi le maintien de leur espèce jusqu'à l'extrême sud du Portugal. Tous les aventuriers qui apercevaient ce phare de loin après une longue traversée savaient qu'ils étaient arrivés en Europe. Ici, à son point le plus occidental, Cabo da Roca. Bienvenue dans un milieu naturel de toute beauté, dont l'homme s'est efforcé d'influencer l'évolution, parfois avec un certain succès. Comme pour mieux protéger le monde animal qui grouille au-dessous d'elle, d'immenses couronnes de pins se déploient dans le ciel à la manière de parasols. Les habitants de la forêt de Mafra n'ont rien de très original en Europe. Mais au Portugal, c'est le seul parc naturel où on peut les approcher. Leur forêt rappelle celle des contes, preuve que les choses ont bien changé. Les chasseurs d'antan n'avaient rien laissé au hasard. Ils avaient érigé la plus grande muraille percée de meurtrières jamais construite au Portugal. D'une longueur de 16 km et d'une hauteur de 5 mètres, elle était le gage d'un tableau de chasse bien garni. Un jeu cruel et déloyal. Aujourd'hui, les cerfs élafes et les daims n'ont plus à se cacher. L'ancien domaine de chasse des rois portugais couvrait autrefois 17 000 hectares. Il est désormais dédié à la protection de la nature. Les sangliers peuvent ainsi s'adonner en toute tranquillité à leur passe-temps favori, fouiller la terre pour en extraire des larves et des vers.
Des vautours sont nombreux à tournoyer dans le ciel portugais. Beaucoup d'entre eux traversent constamment la frontière espagnole. Et pour cause. De l'autre côté, les carcasses d'animaux ne sont pas évacuées. D'instinct, les vautours fauves, les vautours noirs et les vautours barbus restent aux aguets, pour le cas où une belle occasion se présenterait au Portugal. Ce spécimen est le maître incontesté. Sa marche conquérante met au pas les derniers insoumis. Un sanglier est mort d'une morsure de serpent, un festin devenu rare à la frontière portugaise. Y compris pour ceux qui s'y convient sans avoir été invités. Dès que le coup d'envoi est donné, les vautours se ruent sur la carcasse. On ne plaisante pas quand il s'agit de manger. Le renard voudrait être des leurs, mais il faudrait être inconscient pour affronter un tel bataillon d'énergumènes. Il n'a pas froid aux yeux. Le voici qui s'élance tout croc dehors dans un combat perdu d'avance. Il se résout très vite à battre en retraite, comprenant qu'il vaut mieux quitter l'arène sain et sauf avec l'estomac vide que mourir en héros. Les oisillons sont doublement frustrés depuis que leurs parents les ont laissés pour aller chercher à manger, alors qu'eux-mêmes sont incapables de voler. S'il n'y avait que la faim. Mais la roche est une vraie fournaise en été. Les petits vautours accueillent avec enthousiasme les morceaux de charogne, mais ils donneraient tout pour un peu de fraîcheur. Procurer un semblant d'ombre à leurs petits est le devoir suprême des parents quand la chaleur est accablante. Les plus longs fleuves du Portugal, le Douro au nord et le Tage plus au sud, sont comme des oasis. Ils prennent leur source en Espagne, mais leurs gorges s'élargissent au Portugal. Le Tage court sur 1000 km avant de rejoindre la mer. Il dessine un delta aux abords de Lisbonne et se jette dans l'Atlantique où son embouchure forme l'une des plus grandes zones humides d'Europe. Un Eldorado pour les oiseaux migrateurs en route pour l'Afrique ou pour ceux qui prennent ici leur quartier d'hiver. La frénésie qui s'empare des oiseaux n'est pas sans rappeler celle des foules humaines. Un tourisme de masse version grands échassiers. Plus de 100 000 oiseaux des 4 coins d'Europe se posent sur la vasière.
Les barges à queue noire arrivent par dizaines de milliers de Scandinavie ou d'Europe orientale et offrent un spectacle éblouissant aux portes de la capitale. Les flamants roses viennent majoritairement de Camargue. Depuis qu'en Europe, les étés sont de plus en plus chauds, ils ressentent moins le besoin de partir vers des contrées africaines. Pendant les longs mois d'hiver, ils forment ici la plus importante colonie de flamants roses du continent. Les échassiers y trouvent tout ce qu'il leur faut pour entretenir leur teinte délicate. De leurs interminables pattes, ils fouillent le sol vaseux pour capturer crabes et crevettes. Les crustacés contiennent la carotine, dont la couleur imprègne leur bec et leur beau plumage. Dans le delta du Tage, terre et eau se confondent, et les éléments s'apaisent enfin dans ce pays qui, depuis des siècles, regarde en direction de l'océan, toujours plus loin, au-delà de la ligne d'horizon. Ces dizaines de milliers d'avocettes élégantes ne savent pas trop dans quelle direction s'envoler. Elles aussi répondent à l'appel du grand large et partent à l'aventure entre terre et océan, au Portugal.